Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On m'entend bien? Oui, c'est bon. Ravi de vous retrouver. L'idée de ce matin, c'est de vous présenter un petit peu les nouvelles lignes de force du monde qui est celui de l'hospitality d'aujourd'hui. Cette idée, ce qu'on va voir ensemble, c'est que beaucoup de choses ont évolué. On va parler ensemble, bien sûr, de la demande, de l'offre, des comportements des consommateurs. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer ensemble, tout d'abord, par un rapide point sur le volet financier. Alors, je vais avoir besoin, voilà. Le volet financier, donc, le premier constat qu'on peut tirer, c'est que l'univers, les acteurs de l'hospitalité sont de retour. Si on regarde le creux que l'on avait traversé au plus fort de la séquence Covid, d'un point de vue de valorisation financière des différents opérateurs hôteliers, si on regarde leur capitalisation, leur valeur d'entreprise cumulée, on voit qu'en début 2022, en janvier, on avait retrouvé et même largement dépassé les niveaux de valeur globale que l'on avait précédemment, avant Covid, dans notre secteur. C'est le cas pour les acteurs hôteliers. C'est le cas aussi, et même ça l'était encore plus, pour les acteurs du digital travel, tous ces acteurs qui sont montés en puissance ces dernières années, OTAs, plateformes d'intermédiation, Airbnb & Co. Ce qui est remarquable aussi, et ça c'est peut-être une nouvelle ligne de force de ces dernières semaines, derniers mois, c'est que les groupes hôteliers ont retrouvé collectivement une valorisation supérieure à ces acteurs du digital. 12 milliards, vous voyez, de dollars supplémentaires. Donc aujourd'hui, si on prend le top 12 mondial des opérateurs hôteliers, ensemble, ils pèsent un petit peu plus de 200 milliards de dollars. C'est un petit peu moins aujourd'hui pour les différents acteurs du digital, mais avec la nuance quand même qu'il s'agit de beaucoup moins d'acteurs qui sont en réalité plus forts individuellement, à l'instar de Booking, Airbnb ou Expedia. Alors, le sujet de la tech, c'est que ça a évolué à la baisse, vous l'avez vu ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est une vraie interrogation pour beaucoup d'entre vous. On en parlait encore avec certains d'entre vous à l'instant. Quelles sont les perspectives à ce niveau? Alors, ces acteurs de la tech, ces OTAs, ces plateformes d'intermédiation, elles ont émergé, elles ont construit un business model fort. Donc, bien sûr, on ne peut pas les écarter du paysage. Elles sont là, elles vont rester. Maintenant, c'est vrai que si on regarde ce qui se passe plus globalement dans l'univers de la valorisation financière sur les valeurs tech, c'est vrai qu'on peut se dire que collectivement, alors, ceux d'entre nous qui l'ont connu se rappelleront certainement de la grande bulle tech des années 2000, le boom de l'époque. C'est vrai qu'on retrouve quelques similitudes. Quand vous avez des entreprises qui n'ont jamais gagné un euro mais qui valent des milliards de dollars aujourd'hui, ou des entreprises ou des coins qui valent des milliards de dollars dont la valeur fondamentale repose sur des visuels de chiens, on peut se dire qu'on a collectivement peut-être un problème. Maintenant, c'est vrai que dans l'hospitality, au contraire, on l'a vu, on a un retour en grâce de cet ancien monde, entre guillemets, qui présente aujourd'hui de nouveaux attraits pour les investisseurs. Si on se place du point de vue à la fois des investisseurs et des opérateurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, finalement, cette séquence Covid, qu'est-ce qu'on en retient ? Eh bien, l'un des faits saillants, c'est que tous les acteurs du marché aujourd'hui sont beaucoup plus attentifs, ont redécouvert, j'ai envie de dire, l'importance du marché domestique. Et ça, c'est pour des raisons évidentes que vous voyez ici matérialisées par le graphique. C'est bien sûr la résilience beaucoup plus forte du voyage, tout d'abord, comme ici le voyage aérien. Vous voyez que dès l'automne 2020, on était sur le voyage domestique revenu à des niveaux beaucoup plus significatifs dans le monde et que ça avait repris bien avant. Même si là, on est en train de voir ces dernières semaines un pick-up important que vous avez certainement vu dans vos hôtels. Voilà, c'est quand même un vrai retour en grâce de cette idée de on veut quand même pas négliger le marché domestique. Ça se manifeste pas plus tard que la semaine dernière par des acteurs qui vont se renforcer aussi sur leur marché domestique. C'est Choice qui est un des grands acteurs numéro 1 en Amérique du Nord, qui par exemple rachète auprès de Jinjiang, numéro 2 mondial chinois, sa branche Radisson Hotel America pour 675 millions de dollars.
10 000 $ par chambre, c'est uniquement sur la valeur de la plateforme, c'est uniquement les contrats, vous n'avez pas d'immobilier. Mais du coup, c'est quand même 67 000 chambres en plus sur le marché Amérique, qui est le marché core de Choice, qui entre du coup dans son escarcelle. Alors derrière tout ça, il y a aussi des vrais enjeux géopolitiques. Fondamentalement, les États-Unis n'avaient pas bien laissé Xinjiang, opérateur et champion chinois, opérer, prendre la main véritablement sur les hôtels Radisson sur le continent américain. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est aussi un peu l'une des nouvelles dynamiques. Ce retour de l'ancien monde, encore une fois, c'est la géopolitique qui compte à nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais c'est encore plus prégnant que jamais. La conséquence pour les champions hôteliers, c'est quoi? La question, c'est est-ce qu'on est dans un monde qui s'ouvre, comme on l'a été ces dernières années, ou qui se referme? Pour comprendre ça, ce qui est intéressant, c'est déjà de regarder l'existant. Là, vous avez sur le graphique représenté la répartition pour les principaux top 10 mondial plus Hayat, la répartition par continent de leur parc hôtelier. Et ce qu'on voit, ce sont des acteurs, on voit quand même ce home bias, cette prédominance du marché domestique, qui est l'Amérique du Nord pour les champions américains type Marriott, Hilton, IAG, Wyndham. Vous voyez qu'ils ont à peu près les 2/3 de leur parc mondial sur leur marché domestique. Accord sur l'Europe où on a aussi quasiment la moitié. Et puis les champions chinois qui sont très largement concentrés sur leur marché, à l'exception de quelques éléments qui ont pu être acquis à l'extérieur, à l'instar de Louvre Hôtel, Deutsche Hospitality, etc., qui font qu'on a aussi quand même une petite présence de certains en Europe notamment. Donc ça, c'est l'existant. Maintenant, si on regarde quels continents ont contribué à la croissance du parc de ces groupes entre 2021 et 2022, donc la toute dernière année, la croissance nette de l'offre, vous voyez ici le même graphique, mais les constats sont assez différents. Le premier évident, c'est que en fait, sur beaucoup d'acteurs, y compris occidentaux, vous voyez Wyndham par exemple, vous avez la moitié du développement net de la croissance du parc de chambres, et on sait que c'est extrêmement clé pour la valeur d'une boîte de franchise. Là, une grosse part de cette croissance est en train de s'effectuer en Chine. Et puis on voit aussi un autre fait intéressant, on reviendra sur le sujet, que les acteurs américains sont en train de se diversifier, accélèrent notamment sur l'Europe et le reste du monde, à l'instar de Marriott ou Hilton. Là, si on rassemble l'ensemble de ces acteurs et qu'on regarde comment, leur taux de croissance annuel, pour donner un petit peu l'ordre de grandeur, on est sur du plus 9% en Chine, plus 1,3% aux US, 0,7% en Europe et un petit peu moins, et plutôt du négatif finalement sur le reste du monde. Donc le continent numéro 1, la destination numéro 1 aujourd'hui sur le volet stratégique du développement de l'offre, cette fois-ci, c'est la Chine. La Chine, sa logique à elle, c'est de faire émerger ses propres champions. Et la Chine, c'est un continent, avec finalement, comme à notre échelle en Europe ou dans une moindre mesure aux États-Unis, on a des zones qui ont également des points importants. Et on voit monter en réalité une compétition entre les régions chinoises, notamment les principales, qui vont chacune porter leurs champions. La première et la plus importante, c'est Shanghai, avec Xinjiang, Huazhu, Greentree, déjà 3 groupes dans le top 15 mondial, et quelques autres, sont plus de 2 millions de chambres qui sont opérées par des acteurs de Shanghai qui donc s'affirment comme le hub sur le continent chinois. Mais vous avez d'autres territoires. Pékin, bien sûr, avec BTG ou BTH, des acteurs qu'on connaît bien, mais d'autres qui montent aussi, à l'instar de Tripmode. Et une région qui monte tout particulièrement, c'est le Guangdong, où vous avez Dawson, un autre acteur du top 10 mondial, et puis Funyard, un autre petit nouveau, 50 000 chambres, dont je crois que certains pourraient nous parler un petit peu plus tard. Puisque, évidemment, vous l'avez entendu, c'est devenu le nouveau partenaire de développement d'Accor, notamment sur le continent chinois. Aux États-Unis, la dynamique, c'est encore et toujours, avant Covid, et aujourd'hui ça s'est confirmé, le développement de la franchise. Si on prend les 5 champions américains cumulés,
ensemble, leur parc en franchise s'est développé de 5,5% entre 2021 et 2022. Donc ça continue d'accélérer, alors que finalement, il y a une partie qui est de la transformation aussi d'autres modes de gestion, mais du coup, alors qu'on a plutôt un recul sur les autres modes. Donc c'est vraiment la franchise qui est le focus des opérateurs. Mais en parallèle de ça, vous avez des dynamiques qui sont celles des propriétaires. Et les propriétaires immobiliers, aux États-Unis, ils ont une énorme surface. C'est comme ça que l'an dernier, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, on a pu voir émerger d'un coup un nouvel acteur au sein du top 20 mondial avec plus de 100 000 chambres qui est Sonesta. Vous avez finalement ces grands propriétaires immobiliers auparavant qui confiaient donc, sous des marques, qui mettaient sous des marques de grands groupes leur portefeuille, qui vont avoir une logique de constituer leur propre groupe, leur propre marque, leur propre plateforme de management et de proposer aussi des services pour les tiers, du third-party management, etc. Donc on a les propriétaires qui eux aussi veulent aller capturer la valeur à travers la création de groupes et de marques. Face à ça, on a quand même une logique de poursuite des opérateurs de continuer à développer leurs marques. Oui, mais lesquelles ? Eh bien, si on regarde ce que font les champions américains, on a mis ici Hilton, mais c'est la même chose, même encore plus accentuée chez Marriott. En fait, si on regarde sur le cadran, vous avez l'axe vertical qui représente la part du portefeuille d'une marque à l'international. Donc plus vous êtes en haut, plus vous êtes internationalisé, et réciproquement domestique en bas. Et le poids de la marque dans le portefeuille du groupe sur l'axe horizontal est représenté par les bulles. En réalité, ce que vous voyez, c'est que la croissance aujourd'hui, elle vient moins de ces marques globales, le cadran en haut à droite, où on trouve les grandes enseignes, où ça représente quand même de la croissance toujours, plus 3%, plus 10 000 chambres chez Hilton par exemple entre 2021 et 2022. Mais la croissance, elle se fait plus, soit justement par ces marques fortes sur les marchés domestiques. On a vu que c'était l'un des choses qui avait... L'un des axes qui était revenu en top of mind des acteurs à travers cette séquence Covid. Vous voyez, plus 30 000 chambres et 5% sur les marques qui ont ce profil, on va dire. Et à travers les marques de diversification. C'est la montée en puissance partout du lifestyle, des boutiques, etc. Donc ce sont des marques qui signent des croissances en termes de développement à 2 chiffres, comme vous le voyez ici. En termes de demande maintenant, parce qu'on a fait un tour d'horizon des dynamiques d'offres. Je n'ai pas fait l'Europe parce que Sylvie va vous en parler un petit peu plus en détail cet après-midi. Toutes les dynamiques et les fondamentaux justement des projets et des contraintes aussi du secteur. Mais maintenant, si on s'intéresse en Europe un petit peu plus à la demande, l'une des choses à retenir, c'est ça y est, enfin, en mai, on est revenu sur une dynamique de RevPAR en croissance par rapport à l'avant-Covid. On a signé à l'échelle de l'Europe, ce n'est pas que la France, où vous aviez pas mal d'événementiels et de choses exceptionnelles, mais c'est aussi en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni. Vous voyez ici qu'on est revenu sur des niveaux favorables. Et puis même les destinations qui étaient longtemps restées un peu à la traîne de la reprise parce que plus business, etc., à l'instar de l'Allemagne ou des Pays-Bas, plus business, plus international dans le cas des Pays-Bas. Vous voyez, sur le mois de mai, ça y est, elles aussi, elles ont enclenché leur dynamique de reprise. Il y a une reprise du marché, oui, mais pas de la même façon. Si on décompose sur l'exemple de la France ici, l'évolution du RevPAR sur les premières semaines de l'année, en 2022 par rapport à 2019 toujours, et qu'on décompose entre jours de semaine, du lundi au jeudi, jours de week-end, du vendredi au dimanche, et le global. En fait, ce qu'on voit, et vous le voyez matérialisé ici, déjà, la première chose qu'on voit, vous voyez ici des pics à certains moments qui vont correspondre en fait à des moments forts, qui sont aujourd'hui les moteurs de la reprise. Vous voyez bien se dessiner la semaine de Pâques, enfin les vacances de Pâques d'un côté, et de l'autre cette semaine exceptionnelle où on a eu la conjonction de la finale de Ligue des Champions à Paris. On ne se prononcera pas sur le reste, mais pour l'hôtellerie, ça avait fait doubler le RevPAR. On avait eu la finale de rugby à Marseille, la Palme d'Or, enfin le festival de Cannes, et puis le pont de l'Ascension. Donc on a eu vraiment quelques semaines exceptionnelles. Ça, la conséquence, c'est que vous voyez, sur les jours de week-end, en fait, la reprise, elle a débuté plus tôt et plus fort. Elle est aujourd'hui, on signe des croissances de manière quasi permanente en termes de RevPAR sur les jours de week-end. À l'inverse,
ça a été un petit peu plus long à reprendre, mais on est aujourd'hui revenu sur des étiages un peu plus favorables sur les jours de semaine, mais on n'est pas encore complètement revenu au standard de l'avant-Covid. Mais ça, du coup, ça se traduit par un global qui signe quand même une croissance avec des fluctuations selon les cas en jour de semaine et des vraies hausses solides sur les week-ends. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe partout en Europe, même sur des destinations qui, a priori, sont moins orientées week-end, à l'instar de l'Allemagne, ici, représentée. Vous voyez très bien de la même façon, alors plus bas parce que le marché a mis plus de temps à reprendre, mais de la même logique, on voit ce premium entre les performances de week-end par rapport à celles de semaine. Ça va même plus loin. Si on regarde les prix moyens en France sur l'ensemble du marché, sur les 23 premières semaines de l'année, vous voyez qu'avant Covid, on avait globalement un écart, allez, on va dire 10 €, une dizaine d'euros. Les jours de semaine, on était plus cher que les jours de week-end. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a même des situations où en fait vous avez des prix moyens plus élevés les week-ends qu'en jour de semaine. Donc ça, c'est une rupture qui a été introduite aussi par cette séquence Covid. L'une des raisons aussi pour lesquelles on reprend, c'est qui attire le regain du marché, c'est l'évolution des comportements des consommateurs. On vous a représenté ici, alors à l'échelle de l'Île-de-France, la décomposition du taux d'occupation en fonction de à quel moment ont été prises les réservations. En bleu foncé, vous avez les réservations qui sont prises plus d'un mois à l'avance, donc ce qu'on va prévoir. En bleu ciel, ce qui va être entre un mois et une semaine à l'avance. Et en rouge, c'est vraiment l'ultra last minute, moins d'une semaine à l'avance. Et en fait, on voit bien que c'est... Alors déjà, on voit bien tout ce qui s'est passé. Pendant la séquence Covid, on a eu vraiment un effondrement des réservations prises à l'avance, un attentisme généralisé. Et c'est bien aussi cette clientèle qui va avoir de la visibilité qui est en train de remonter. On voit au fur et à mesure des mois en 2022 remonter la part des réservations à plus de J-30. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un retour de la confiance des consommateurs. Et donc, c'est ça qui tire le marché. Alors, ça, c'est le tableau général. Si on regarde, il y a quand même des vraies différences par segment. Alors là, on va élargir un petit peu la focale. On passe en France entière. D'ailleurs, merci aux plus de 150 000 chambres qui, en France et maintenant en Europe, ont rejoint notre observatoire on the book. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà le cas. Mais du coup, ça permet de voir, vous pouvez mesurer en tant qu'acteur aujourd'hui beaucoup plus facilement la façon dont se comportent les clientèles et quelle est leur visibilité. Et ça varie beaucoup selon les segments. Le budget, c'est une gamme qui est habituée à fonctionner avec beaucoup plus de last minute. C'est aussi pour ça qu'elle s'est montrée beaucoup plus résiliente pendant la séquence Covid et qu'à l'inverse, aujourd'hui, on voit un rebond qui est en train d'être plus marqué maintenant sur les gammes supérieures. Pourquoi? Parce que les gammes supérieures, à l'inverse, le haut de gamme et luxe, lui, il a retrouvé cette visibilité sur la montre, ces réservations à J-30 qui font que ça tire notamment sa capacité à remonter les prix. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on vous avait présenté l'an dernier, on avait expliqué la théorie qui est lorsqu'on passe dans un marché en cycle haussier, on a une inversion de ces logiques de prix et des logiques de prix qu'on avait vues pendant Covid, où en fait le haut de gamme tirait les prix vers le bas avec des niveaux de prix moyens très dégradés. En phase haussière de cycle, et on est entré là-dedans, ce sont les gammes qui vont être les moteurs de la croissance des prix, qui vont entraîner les autres dans leur sillage. Et ça, en fait, c'est ce qu'on a vu un peu plus même tôt qu'attendu dès le courant du premier trimestre, avec différents moments. Et vous voyez qu'à partir de la semaine 20, par exemple, on est passé plus durablement dans cette logique où on a le haut de gamme et luxe en rate leader qui tire la croissance de tout le monde. L'une des grandes questions, c'est le MICE, qu'est-ce qu'il en est? C'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire, ça, ces grands événements, etc., ça ne va pas revenir avant très longtemps, c'est la partie du marché la plus complexe. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous disent les dernières données. Si on regarde les derniers grands salons, que ce soit Intersolar à Munich, PLM à Amsterdam, SEIC à Madrid, Vivatech la semaine dernière ici à Paris, ce qu'on voit, et qu'on compare par rapport à la précédente édition en 2019, avant Covid en tout cas.
en réalité, on voit des hausses de RevPAR, de prix moyen et même de fréquentation. Ce n'est pas complètement incohérent avec cette idée qu'on va voyager moins mais mieux. Finalement, ce sont des moments forts qui vont être le déclencheur peut-être d'un départ et de voyage d'affaires. Puis il y a aussi des effets de rattrapage, donc ça, on va voir ce qu'il en est, mais disons que ça donne un petit peu plus confiance sur les mois à venir. Donc on a parlé du MICE, mais le fondamental, bien sûr, c'est ce qu'on appelle maintenant communément le revenge travel, cette volonté des gens de voyager après une demande qui a longtemps été frustrée, ce rattrapage. Et ça, en fait, on le voit. Si on regarde, on a parlé tout à l'heure du voyage international, en fait, si on regarde plus précisément les vols en fonction des continents qui les relient, on voit que les destinations, les vols entrent au sein de l'Europe, ou même depuis l'Amérique du Nord, là sur le mois de juin, qui n'est pas encore sur le graphique, sont en fait revenus à des niveaux élevés par rapport à 2019. La seule zone finalement qui n'a pas repris, enfin les seules zones d'échange qui n'ont pas repris et que donc vous ne retrouvez pas ici en Europe, c'est notamment l'Asie en termes d'arrivée. Ça, comment ça se traduit en termes de dynamique de marché ? Eh bien, les destinations qui ont pris le leadership de la reprise ne sont pas les mêmes qu'avant. Sont celles qui ont un plus fort potentiel loisir, on en a parlé pas mal ces dernières années. Mais si vous regardez même, et ça vous avez tous les détails sur Hospitality On, si vous regardez ce qui s'était passé même, ne serait-ce déjà au deuxième semestre 2021, vous avez des destinations comme la Bretagne ou d'autres villes, alors La Rochelle par exemple, qui fait 33% de hausse sur le début d'année 2022, ou Saint-Malo, etc. Donc toutes les villes littorales, portuaires, et puis celles qui ont des chantiers navals aussi, type Saint-Nazaire, Belfast, etc., qui s'affirment en termes de reprise comme des moteurs de croissance. C'est le cas en France, c'est le cas au Royaume-Uni, où vous voyez des villes comme York, dans le Yorkshire, plus à profil plus loisir, ou les destinations, là aussi, chantiers navals, etc. Globalement, partout en Europe, littoral de la mer du Nord en Allemagne, Frise ou Zélande aux Pays-Bas, et puis les destinations domestiques aussi en Europe du Sud, type Aragon, et puis les zones vraiment loisirs, genre les lacs en Italie, Rimini, Ravenne, Palerme. Toutes ces destinations-là sont celles qui portent la reprise aujourd'hui. En fait, la croissance, le regain d'activité, il est tiré par de nouveaux sous-marchés. Si on regarde ce qui se passait juste avant Covid, si on regarde les taux de croissance du marché en 2019 par rapport à 2018 et aujourd'hui sur les 5 premiers mois de l'année par rapport là encore aux 5 premiers mois avant Covid. En fait, vous prenez le littoral, qui est l'exemple typique, mais ça s'applique aussi à d'autres zones, notamment le viticole, les parcs naturels, etc. En fait, si vous regardez ces zones, ici le littoral, vous aviez non seulement un petit gain, une petite surperformance du marché, 2,8 points de croissance du RevPAR pré-Covid, mais là maintenant on est sur des énormes premiums avec quasi 12 points de RevPAR supplémentaires de croissance dans l'hôtellerie littorale versus la moyenne marché. Ça a bien sûr un impact direct qu'on voit sur la stratégie des acteurs. Quand en France, un acteur comme Atrim monte sa propre SCPI dédiée au tourisme et littoral, et il y a quelques semaines aussi rachète par exemple Bellambra dans le Morbihan, où l'an dernier on vous a tout expliqué dans le détail, quand Hyatt rachète le Apple Leisure Group et tout son portefeuille de resorts, notamment en Europe du Sud et Caraïbes, Mexique, en fait ça c'est la conséquence directe. Donc on a de nouvelles destinations qui montent. Mais on a aussi de nouveaux équipements qui sont des moteurs de création de valeur. Si on compare les hôtels qui sont équipés pour accueillir les vélos, par exemple, avec des bornes, avec des espaces d'accueil, etc., toutes zones confondues, on voit un petit premium. Alors évidemment, pas aussi grand que celui d'une destination, mais on voit quand même un petit premium de RevPAR, vous voyez 1,3% avant Covid et 2,8% après Covid, par rapport à la moyenne du marché. Et puis, les équipements, c'est aussi, parfois, ça a à l'inverse changé. Si vous prenez les établissements avec un spa, du bien-être, ça sous-performait avant Covid. Aujourd'hui, ça surperforme largement. Donc, de nouvelles dynamiques fondamentales, certaines appelées à durer, d'autres peut-être non, l'avenir nous le dira.
mais en tout cas la conséquence de ça, c'est que ça nous impose collectivement, à nous, acteurs du secteur, une réflexion nouvelle sur la façon dont on va concevoir nos produits. Où est-ce qu'on les implante? Quel focus on met en termes de stratégie de développement d'investissement et dans le contenu des produits hospitaliers.